Bonjour à tous et donc bienvenue sur le stand Autodesk sur Batimat pour cette première présentation publique en France de Unity Reflect. Donc je vais refaire encore juste un petit tour d'horizon. Qui connaît Unity parmi vous? Ok, donc ça me donne une petite idée. Et qui utilise Revit? D'accord, super. Donc a priori je me suis pas trompé d'audience. Pour vous présenter en fait Unity dans l'ensemble, Unity c'est une technologie de jeu vidéo. Donc on peut appeler ça donc un moteur de jeu vidéo. C'est une technologie de jeu vidéo. C'est très vaste puisque Unity a pour objectif depuis sa création en 2003 de vulgariser, de démocratiser le développement de jeux vidéo et de le rendre accessible aux développeurs indépendants et de mettre à disposition de développeurs indépendants de petites équipes des technologies qui non seulement par le passé coûtaient plusieurs millions de dollars d'investissement pour pouvoir développer un jeu vidéo, mais qui aussi nécessitaient énormément de connaissances et de compétences pour pouvoir les manipuler, les agréger pour en faire quelque chose. Donc notre objectif chez Unity, c'est de démocratiser les choses d'un point de vue financier d'une part, mais aussi et surtout du point de vue technique, et de permettre à des non-spécialistes d'appréhender les technologies du jeu vidéo pour en faire pas forcément que du jeu vidéo. Alors pour vous donner à peu près une idée de l'installation de Unity dans le monde, si vous avez joué à un jeu vidéo mobile sur les quelques dernières années, vous avez très certainement joué à un jeu vidéo qui a été développé avec Unity, puisque à peu près 85% des jeux vidéo mobiles sont développés sur Unity, et de plus en plus de jeux vidéo PC aussi, et des jeux vidéo à venir sur les prochaines consoles de jeux vidéo. On est aussi en train de développer des jeux plus haut de gamme, ce qu'on appelle des triple A. Alors, je suis pas venu ici pour vous parler spécialement de jeux vidéo, même si c'est, je dirais, ce qui me tient à cœur, c'est de voir ce que l'on peut faire avec des technologies de jeux vidéo et aussi avec le savoir-faire du jeu vidéo, pas seulement en ce qui concerne l'affichage graphique et l'interactivité, mais aussi avec le savoir-faire cognitif. Quand vous regardez en fait la passion avec laquelle des adolescents peuvent jouer à des jeux vidéo, on peut se dire qu'il y a là une matière à faire quelque chose pour la formation professionnelle, pour la transmission de connaissances, de compétences et pour la validation aussi en fait de ces acquis de compétences. Alors voilà pour vous présenter Unity très largement. On a un développement sur cette année 2019 et la prochaine année qui est colossal, qui nous a amené à développer énormément de nouvelles choses en ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On développe en fait des couches, ce qu'on appelle des couches d'abstraction, qui vous permettent de faire les choses très facilement. Il faut savoir que Unity, c'est multiplateforme. Ça vous permet de compiler une application sur Android, sur iPhone, sur iPad, en prenant avantage en fait de tous les casques virtuels de réalité virtuelle disponibles sur le marché, que ce soit l'Oculus, le Vive. Donc on est capable en fait d'adresser toutes les plateformes, bien sûr toutes les consoles de jeux vidéo et tous les téléphones portables. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on est aussi capable de vous simplifier un petit peu la vie justement par rapport à cette démarche multiplateforme. Donc quand vous dites je veux utiliser un casque de réalité virtuelle, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est un Vive ou si c'est un Oculus ou si c'est un Quest ou si c'est un Focus Plus. D'une certaine manière, vous avez ce qu'on appelle une abstraction qui permet de dire j'ai un casque de réalité virtuelle, je vais avoir deux contrôleurs dans les mains et c'est ça qui m'intéresse et qu'est-ce que je fais avec ces deux contrôleurs vis-à-vis du casque. Et nous, on va s'occuper d'un point de vue technique de l'abstraction et d'aller ensuite justement faire en sorte que ça fonctionne avec toutes les plateformes disponibles. De la même façon, quand vous développez sur iPhone, eh bien ça fonctionne de la même façon sur un téléphone Android parce que quelque part, du point de vue de l'usager comme du point de vue du créateur, c'est la même chose. Alors maintenant, je vais revenir sur ce que c'est que Unity Reflect. Depuis pas mal de temps, c'est pas nouveau en fait que Unity est utilisé dans le domaine de l'architecture. C'est un rêve en fait depuis pas mal de temps puisque on en est venu à faire depuis les perspectives. On s'est mis à faire des images, puis ensuite on a fait des films d'animation pour les concours et puis aussi pour mieux comprendre en fait ce que l'on fait. On est passé de plans 2D à des plans qu'on était capable de visualiser en 3D, puis ensuite de les visualiser en 3D éclairés directement dans Revit. Donc il y a un besoin de pouvoir visualiser ce que l'on est en train de faire et de pouvoir communiquer entre architectes, entre ingénieurs sur un projet et de pouvoir communiquer aussi avec des gens qui ne sont pas des professionnels du métier de manière à pouvoir parler avec un élu par exemple quand il s'agit de présenter l'insertion d'un modèle dans le PLU par exemple, des choses comme ça.
Donc depuis pas mal de temps, Unity est utilisé dans le domaine de l'architecture et de la construction. Et la raison qu'on s'est posé la question en fait chez Unity, de savoir pourquoi est-ce que c'était pas plus utilisé que ça. Et on s'est rendu compte que c'est parce que le processus que ça prend en fait, qu'il est nécessaire de mettre en place pour importer un modèle depuis Revit jusque dans une technologie de jeu vidéo quelle qu'elle soit, Unity y compris, c'est quelque chose d'assez fastidieux. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend aussi en fait du savoir-faire, puisque ça nécessite souvent d'avoir des spécialistes de la modélisation 3D qui vont optimiser les modèles pour qu'on puisse être capable de les afficher. Donc c'est quelque chose qu'on va faire ponctuellement. C'est pas qu'on va pas le faire, c'est qu'en fait on va le faire quand le projet est terminé. Et nous, ce qu'on aimerait faire, je pense que la plupart des architectes et des ingénieurs aimeraient pouvoir le faire tout au long du projet. On voudrait le faire justement au début, être capable d'utiliser une maquette virtuelle pour mieux comprendre le projet tout au long en fait de la création. Donc là, je vous présente en fait un processus classique d'import de données, c'est-à-dire qu'en fait depuis Revit, vous allez exporter un fichier, vous allez exporter soit un IFC, soit directement un FBX, le faire passer par éventuellement 3ds Max, aller retoucher en fait un petit peu le modèle. Vous allez ensuite l'amener dans Unity Editor, c'est-à-dire notre environnement de conception d'interactivité, où vous allez amener le modèle. Et vous allez avoir le modèle, c'est-à-dire que là, vous allez avoir déjà investi énormément de temps et d'efforts à cliquer sur des boutons et à regarder des barres de progression défiler, même si c'est pas forcément un effort intellectuel très, très intense, ça prend du temps et ça prend du temps de quelqu'un qui a priori a mieux à faire. Et vous en êtes là et vous avez le modèle, mais finalement, vous n'avez encore ajouté aucune valeur. Donc vous avez déjà investi énormément d'efforts et vous n'avez encore récupéré aucune valeur. C'est là où la création de valeur seulement commence. Vous allez ajouter, vous allez développer des fonctionnalités, vous allez créer une interface, une expérience usagée pour dire voilà comment est-ce que je vais présenter mon modèle 3D au maire pour qu'il comprenne bien qu'on respecte son PLU d'un côté, mais qu'en même temps on respecte bien aussi en fait les desiderata du promoteur, etc. Donc c'est là où vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire justement du savoir-faire et de la technologie de jeux vidéo avant de ensuite publier, de compiler et de publier une application que vous allez pouvoir distribuer. Et au moment où vous en êtes là, vous êtes sur le point de distribuer votre application, vous avez commencé en fait à partager en fait un exécutable ou une application mobile. Et puis là, en fait, les architectes et les ingénieurs, ils ont déjà mis le modèle à jour. Et donc en fait, vous êtes obligé de repasser par tout ce processus-là avant de pouvoir commencer à faire quelque chose. Reflect, ce que ça va changer par rapport à ça, c'est que nous, ce qui nous intéresse avec Reflect, c'est pas tant de faire un lien et d'accélérer le processus entre Revit et notre environnement de conception d'interface. Ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien entre Revit et l'application que vous allez avoir distribuée. Et donc pour ça, ça veut dire qu'on va vous donner en fait une application de base qui vous permet en fait de faire déjà une première revue de projet, mais en même temps, vous allez aussi pouvoir utiliser l'éditeur de Unity. Si vous êtes développeur Unity, vous allez pouvoir développer non pas une expérience qui embarque la donnée, c'est-à-dire au lieu d'importer les modèles 3D pour ensuite publier une expérience, vous allez concevoir une expérience qui, elle, sait lire de la donnée BIM. Et c'est là où, en fait, où ça change complètement le fonctionnement. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, en fait, qui, je pense, vaudra beaucoup plus qu'un long discours sur la théorie. Là, ce que vous pouvez voir, c'est d'un côté Revit et de l'autre côté Reflect Viewer. Donc le Revit ici, je l'ai mis en place. Donc on a bien compris en fait que les gens qui utilisent Revit, ils n'ont pas envie en fait de rentrer dans toute la complexité que ça nécessite d'optimiser un modèle 3D pour l'envoyer dans une technologie de jeu vidéo, parce que c'est pas forcément la même personne qui va le faire. Et donc quelque part, l'usager Revit, lui, il a un peu envie qu'on le laisse tranquille. On veut qu'on lui donne simplement un bouton très simple qui permet de publier ce qu'il est en train de faire. C'est un petit peu comme s'il était en train de faire un partage d'écran avec Zoom par exemple ou Webex. Simplement, il va offrir une vue, un regard sur ce qu'il est en train de faire depuis un serveur. Donc là, je l'ai lancé ici en synchronisation. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai lancé un viewer qui a été donc créé, et c'est ce qu'on va distribuer dans un premier temps, mais que vous allez aussi pouvoir personnaliser en utilisant Unity pour faire un viewer spécifique. Et donc ce viewer, eh bien, ça me permet donc de naviguer dans la donnée, donc avec de l'éclairage, avec différentes choses. Ça va me permettre aussi eh bien, de filtrer et de présenter certaines choses. Par exemple, c'est un multi-document, donc on peut aussi imaginer qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans différentes instances de Revit et qui vont publier différentes données sur le même serveur.
Donc par exemple, on peut avoir d'un côté le modèle architectural, c'est celui que j'ai ici dans Revit, qui a été publié, mais j'ai aussi le modèle ici d'information mécanique, où je vais pouvoir justement le mettre en surbrillance et du coup l'afficher et mieux le présenter. Ça sur un iPad, sur un iPhone, sur une tablette, en réalité virtuelle. Donc ça va me permettre, en tant que personne qui cherche à communiquer et à expliquer, et donc quelque part à vulgariser aussi en fait la complexité technique d'un projet tel qu'il est géré dans Revit, ça va me permettre de justement me mettre en avant et de venir discuter et très certainement permettre à mon interlocuteur de mieux comprendre ce que je suis en train de lui raconter que si j'étais en train de lui sortir tout un tas de plans imprimés. Voilà, donc ça ici c'est une première chose en fait que je peux faire dans le viewer de base. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que on ne fait pas passer que la géométrie. On n'est pas simplement en train de vouloir faire du joli en fait. Sinon on fait des belles images avec 3ds Max, ça fonctionne très bien. Ce qui nous intéresse là, c'est de pouvoir expliquer les choses. Et pour pouvoir expliquer les choses, il faut qu'on puisse faire venir d'autres données que simplement la géométrie, les matériaux et les textures. Donc on fait aussi venir toutes les métadonnées de Revit qui nous disent est-ce que c'est une porte, est-ce que c'est une fenêtre, si c'est une fenêtre, quel type de fenêtre c'est, etc. Et ça va nous affranchir de certaines choses, notamment tout le passage qu'on avait l'habitude de faire pour amener un modèle dans Unity, pour pouvoir le retravailler et ajouter de l'interactivité, c'était parce qu'en fait on n'avait pas accès à ces informations-là. Donc typiquement si je veux rendre les portes interactives et dire je voudrais pouvoir faire en sorte que toutes les portes de mon modèle, quand je m'approche, eh bien je peux les ouvrir, eh bien ça va nécessiter d'amener mon modèle dans Unity, puis dans Unity je vais aller sélectionner toutes les portes et puis rajouter un petit composant qui dit que je mets une animation qui ouvre la porte et puis quand je m'en approche elle s'ouvre automatiquement, etc. Sauf que ça c'est nécessaire d'aller faire cette sélection manuelle à partir du moment où on n'a pas l'information. On a besoin d'un être humain qui regarde et qui dit ça je sais que c'est une porte, donc je clique dessus, je le sélectionne et j'en crée une porte interactive. À partir du moment où on a les métadonnées qui viennent dans le monde de Unity, eh bien on n'a plus besoin de faire ça. On est capable de complètement l'automatiser. Dès que le modèle arrive, on sait on sait quoi faire avec les objets. On sait qu'on va rendre les portes et les fenêtres interactives, on peut rendre les sources de lumière interactives, on sait qu'on connaît l'orientation du modèle, donc on peut animer la lumière du jour, on peut remplacer les arbres par des arbres plus réalistes. Donc on a en fait justement toutes ces informations-là qui nous permettent d'enrichir l'expérience du modèle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est une connexion live. Donc bon, là je vais demander en fait d'être très tolérant envers mes compétences très limitées dans Revit, mais prenons en fait un exemple. En fait, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais venir simplement supprimer une fenêtre. Voilà, et donc ici, maintenant ce qu'on peut voir, c'est que dans le viewer, je vais pouvoir mettre le viewer lui aussi dans un état de synchronisation qui va faire que, normalement, la fenêtre va elle aussi être supprimée. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver la zone qui concerne la modification. Voilà, donc ici, voilà, je retrouve en fait la zone avec la fenêtre supprimée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où je suis dans une connexion live, eh bien je peux venir du coup ici, maintenant je vais venir demander à rajouter une nouvelle fenêtre. Donc j'allais chercher un autre type de fenêtre, par exemple ici. Et à partir du moment où je vais créer cette nouvelle fenêtre, automatiquement, le modèle va être mis à jour. Et la façon qu'on a en fait de stocker le modèle sous la forme d'une base de données, vous vous souvenez en fait ce que je vous disais, c'est que habituellement on a l'habitude, on a besoin d'exporter tout un modèle avant de pouvoir réimporter tout un modèle. Donc c'est pour ça que ça prend autant de temps. Et là, en fait, on est dans une solution où, au lieu d'exporter tout un modèle pour réimporter tout un modèle, on a créé en fait un lien au travers d'une base de données qui est hébergée sur un serveur. Chaque objet de la base de données est stocké individuellement avec une grande table, une grande partition de tous les objets. Ce qui fait que quand je fais une petite modification, eh bien, il n'y a que ce qui a été modifié qui a besoin d'être mis à jour. Et c'est ce qui me permet d'avoir une mise à jour en fait aussi rapide que celle-là. Donc vous imaginez qu'en fait là, eh bien, je peux à côté avoir quelqu'un, moi je peux être en train de travailler dans Revit,
ou plutôt je peux avoir quelqu'un qui est en train de travailler dans Revit et qui sait se servir de Revit, mais avoir justement la possibilité moi de prendre un iPad et d'être en train d'expliquer à quelqu'un d'autre ce que la personne est en train de faire dans Revit. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir besoin de l'expliquer sur Revit, là je peux en fait aller justement sur place, sur site par exemple, avec un iPad et expliquer ce que la personne est en train de faire, voire justement créer en fait un outil en fait de revue en fait de conception et d'être capable de justement de pouvoir donner un peu des retours et de dire ah ben non là j'aimerais plutôt tel autre type de fenêtre, est-ce qu'on peut changer tel matériau, est-ce que donc je pense que ça amène par exemple sur la réalité en utilisant la réalité virtuelle, on peut imaginer que si vous concevez un espace qui est destiné à des gens particuliers, je ne sais pas, imaginez que vous soyez en train de concevoir une salle de théâtre par exemple pour faire de l'art vivant, eh bien vous avez peut-être envie d'avoir le retour de la personne qui va justement performer sur scène et de savoir comment est-ce qu'elle se sent dans ce lieu par exemple. Et donc elle pourrait très bien avoir le casque virtuel sur la tête et regarder et dire ah bah non là en fait finalement c'est trop haut de plafond, finalement bah c'est ce que je voulais mais c'était pas une bonne idée, donc en fait je préfère revenir en fait à la version initiale ou ce genre de choses. Donc ça crée en fait vraiment un outil de communication qui va permettre de communiquer les bonnes choses aux bons interlocuteurs en fonction d'un contexte, puisque l'idée de personnaliser aussi Reflect Viewer, ça veut dire que vous pouvez avoir un viewer qui est destiné à des ingénieurs, à des architectes, où on va parler vraiment technique sur des choses en fait très particulières. Et puis vous pouvez avoir un viewer qui va être beaucoup plus tape à l'œil, qui va être beaucoup plus vendeur pour le jour où vous allez à la mairie en fait et que vous avez envie de vendre le projet. Donc l'idée c'est un petit peu justement d'avoir des différentes applications en fonction de l'usage et non pas en fonction du projet. Parce qu'avant, si vous imaginez que vous êtes obligé de faire à chaque fois une nouvelle application à chaque nouveau projet, si vous avez 5 usages différents et 10 projets, ça vous fait 50 applications. Là, en fait, vous avez 5 applications qui se connectent à 10 projets, mais vos applications, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les maintenir. Et à partir du moment où on va simplifier le processus d'import de données, qui quelque part ne représente pas de vraie valeur, ça représente de l'effort, mais ça ne représente pas de valeur. Donc c'est difficile quelque part d'investir de l'argent dans quelque chose qui représente que de l'effort et pas de valeur. Là, on peut imaginer que le développeur, au moment où il commence à développer, c'est-à-dire, quand je reviens en fait sur mon petit schéma, quand il est ici et qu'il commence en fait à développer pour ajouter de l'expérience utilisateur, de l'expérience usager, à ce moment-là, il est déjà en train de créer de la valeur. Il n'est pas en train de réfléchir à comment est-ce qu'il importe un fichier IFC dans Unity, etc. Il est déjà en train de créer de la valeur. Et donc, quelque part, le rapport entre l'effort que ça représente et la valeur que ça rapporte, on est sur quelque chose de beaucoup plus sain qui, on le pense, va permettre à beaucoup plus de gens d'utiliser la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour mieux communiquer entre différents corps de métier, mieux communiquer aussi entre justement un commanditaire, un élu, etc. Ce qui m'amène aussi sur une certaine autre forme de conclusion, parce que je pense en fait qui est très intéressant là-dedans, c'est que globalement les technologies de jeux vidéo, c'est pas uniquement une technologie de visualisation. C'est sûr que notre sens premier, c'est le sens visuel. Donc on a tous en fait en train de on est beaucoup plus sollicité en fait sur le sens visuel. Alors il suffit de regarder la cartographie du cerveau en fait pour voir la zone qui est réservée en fait à ce sens pour comprendre en fait la prédominance en fait du sens visuel. Mais c'est pas la seule chose. C'est-à-dire que si vous regardez en fait un bon jeu vidéo, c'est-à-dire un jeu vidéo qui est séduit en fait les joueurs, c'est pas nécessairement et uniquement le jeu qui est le plus beau. C'est souvent le jeu qui est le plus jouable, le plus immersif, celui qui véhicule un message et qui le met en action avec une certaine logique. Ce qui est intéressant dans le fait qu'on soit capable maintenant de réduire l'effort que ça représente de développer, de concevoir une expérience interactive. N'appelons pas ça un jeu vidéo, appelons ça une expérience interactive, 3D temps réel, qui permette de véhiculer un message. Mais de véhiculer un message qui ne soit pas forcément en fait uniquement à sens unique. Savoir que au sein de Unity, quand vous avez une publicité par exemple qui est affichée à l'intérieur d'un jeu vidéo, eh bien 9 fois sur 10, c'est une technologie Unity qui est utilisée. Il y a tout un écosystème, une fois qu'en fait les données sont arrivées dans le monde de Unity, il y a tout un écosystème qui permet de concevoir une expérience interactive et de l'analyser, de l'affiner de sorte à ce qu'elle réponde au mieux à son usager.
on a des outils d'analyse par exemple, un petit peu comme Google Analytics. Eh bien nous on a en fait ce qu'on appelle Unity Analytics. C'est un outil qui permet d'analyser le comportement d'un joueur. Donc vous pouvez imaginer que vous avez dans une expérience interactive, vous mettez le casque de réalité virtuelle sur quelqu'un. Habituellement, ce qui se fait souvent, c'est on demande à la personne est-ce que vous avez déjà utilisé un casque de réalité virtuelle, dans quelles conditions, est-ce que vous êtes à l'aise, vous mettez le casque de réalité virtuelle sur la personne, et puis vous regardez comment elle se débrouille, vous mettez la main dans son dos pour s'assurer qu'elle ne tombe pas en arrière dès qu'on accélère un peu. En réalité, l'application, elle est capable de faire tout ça parce qu'elle est capable de comprendre en fait l'usager. Elle est capable d'analyser le comportement de l'usager, elle est capable de le comprendre, et elle est capable aussi de remonter des informations qui sont cruciales, qui permettent ensuite, donc là ça nous amène aussi un petit peu sur l'IoT en fait, c'est-à-dire la connexion entre les usagers. Par exemple, si vous êtes capable de connecter les données de navigation d'un réseau de transport à Unity, bien nous on est capable en fait de s'en servir. Savoir qu'on a énormément d'initiatives sur ce qui est du machine learning par exemple. On a maintenant Unity qui est embarqué dans certaines voitures, en fait dans les Tesla par exemple, vous avez Unity, le moteur Unity est embarqué dans le tableau de bord des Tesla. Alors c'est surtout pour divertir les gens qui ont des voitures qui se conduisent toutes seules, il faut bien les divertir maintenant qu'ils n'ont plus à conduire. Mais l'idée c'est aussi en fait d'avoir des initiatives de machine learning qui permettent d'entraîner des voitures. Quand vous entraînez une voiture à conduire toute seule, on va dire que sur les peut-être 5000 heures que ça nécessite pour entraîner une intelligence artificielle, les 5000 premières heures, vous ne voulez pas les faire avec une vraie voiture. Vous voulez les faire en fait avec une voiture virtuelle. Parce que c'est sûr que sur les 200 ou 300 premières heures, la voiture en fait elle va rentrer dans les murs. Elle va rentrer dans les arbres, elle va rentrer dans les murs, elle va rentrer dans des piétons, elle va rentrer dans des poussettes, elle va rentrer dans des bus. Donc en fait ce qui est important c'est de faire toute la première phase d'entraînement qui est la plus coûteuse en désastre et en catastrophe, de la faire de manière virtuelle, entraîner cette voiture dans un environnement virtuel. Et on utilise Unity en marge en fait pour faire ça, pour entraîner des voitures virtuelles dans des environnements virtuels et pouvoir ensuite redonner la main sur les dernières heures d'entraînement qui se font dans la réalité. Donc on a énormément d'initiatives. Ce que j'essaye de vous transmettre là, c'est que Reflect, c'est une porte d'entrée pour les données qui viennent du BIM, donc qui viennent de Revit et qui nous amènent à la fois la géométrie, les textures, les matériaux, les métadonnées qui concernent le BIM. Ça les amène dans un monde de possibilités sans fin, puisque à côté de ça, on a énormément d'autres initiatives, des initiatives sur la réalité augmentée aussi, sur les expériences qui peuvent s'adapter en fonction de votre environnement. Donc vous pouvez avoir des expériences qui vont dire, quand vous faites de la réalité augmentée, vous arrivez chez quelqu'un, vous savez pas ce qu'il y a. Peut-être qu'il a un fauteuil et une table, mais peut-être qu'il a aussi une étagère, et puis peut-être qu'il a aussi un fauteuil et puis et un grand canapé. Et en fait, l'expérience va être capable de s'adapter à ça. Donc il y a énormément d'initiatives de développement divers et variés. Reflect, c'est la porte d'entrée qui vous amène dans l'écosystème Unity et qui vous permet de développer des applications pour utiliser par exemple IBM Watson, qui vous permet de faire de la reconnaissance vocale et d'avoir une sorte de Siri. En fait, vous pourriez avoir un genre de Siri dans une application Unity, et vous pourriez être dans votre modèle Revit et puis dire dis Siri ou dis Watson, à quoi ressemblerait ce mur si je le faisais en briques ou si je le faisais en papier peint, et ne même plus avoir besoin en fait d'aller cliquer sur des boutons par exemple. Donc voilà, donc il y a énormément de choses, et ce qu'on pense c'est que on va avoir tellement réduit l'effort que ça représentait d'importer un modèle dans Unity, que maintenant l'effort que les développeurs vont avoir à consacrer, eh bien ça va les laisser avec du temps a priori. Ce qu'on espère c'est que ça va pas les mettre au chômage pour autant. L'idée c'est plutôt justement de leur laisser du temps et le loisir d'expérimenter avec toutes les autres parties de technologie qu'on a sur notre roadmap en fait sur 2020, et il y en a beaucoup. Donc je pense avoir gardé le temps pour 5 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions ou sur ce dont je vous ai parlé en fait jusqu'à présent, je prends. Donc moi j'ai une question, et puis bon, j'étais à moitié là, j'ai dû partir et revenir. Est-ce que on peut, une fois que la scène on l'a d'un Unity Reflect, est-ce qu'on peut l'enrichir? Et ça tu l'as dit peut-être? Ouais. Ouais, donc, Non, je l'ai pas vraiment dit en fait. Je l'ai pas bien dit. Alors je l'ai mal présenté. On peut effectivement amener en fait le modèle de différentes façons. Soit on amène le modèle dans l'éditeur de Unity, comme on avait l'habitude plus ou moins de le faire jusqu'à présent.
soit on peut aussi donc créer son propre viewer avec justement des fonctionnalités enrichies. C'est quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire ça nécessite pas des compétences. Moi, j'ai pas un parcours d'ingénieur et pour faire du C#, c'est un langage qui est très simple en fait. D'ailleurs, si vous développez, si vous avez des développeurs Revit, je crois que les plugins Revit, ils sont développés en C# aussi. Oui. Non voilà, donc on reste en fait dans un environnement .NET qui est relativement simple, où on va dire avec une courbe d'apprentissage qui est relativement linéaire. Donc plus vous apprenez et plus vous êtes capable de faire des choses, contrairement à beaucoup de courbes d'apprentissage qui ressemblent à il faut apprendre énormément avant de pouvoir faire quelque chose. Vous avez quelque chose d'assez linéaire. Et donc enrichir un modèle Revit, c'est-à-dire regarder dans la scène et trouver des arbres pour les remplacer par de beaux arbres Unity, c'est quelque chose de relativement simple à faire. Ouais, c'est ce qu'il m'avait montré, qui m'avait subjugué. C'est vrai que les arbres de Revit, c'est pas fait pour être visité en mode virtuel. Donc effectivement, il peut mettre des routines, de dire oups, dans la scène il y a des arbres Revit, oups, je vais les remplacer par des beaucoup plus jolis. Et notamment aussi visiter une scène. Un Revit, c'est tout. Un Revit, c'est un bâtiment. Nous qui est des bonhommes à l'intérieur, effectivement, mais dans Revit, on s'en fiche. Par contre, si vous voulez avoir une expérience plus immersive, il est capable aussi de populer, en fait, de rajouter des personnages qui sont plus ou moins mobiles, de façon assez simple et automatique aussi. Il y avait une question. Oui. La différence entre Unity et BIM-Vision. BIM-Vision, no conosco, je ne sais pas ce que c'est. Et toi, tu sais ce que c'est? BIM-Vision. C'est un viewer. Ah, ok, oui, je crois comprendre. Donc, c'est un format, un viewer IFC, donc gratuit, je suppose. Ouais, voilà. Donc, en fait, rien à voir, parce que là, c'est juste une visionneuse de fichiers IFC pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on est quand même dans une expérience interactive. On est dans un moteur de jeu. Un moteur de jeu temps réel. Ça veut dire que si je décide de déplacer la tête là, la machine calcule. Alors, on peut faire du précalculé et puis du temps réel, mais on se retourne, hop, on a automatiquement en vrai ce qu'il y aura dans la vraie vie. On peut aussi on peut faire des scénarios, parce que là on est dans un game engine, donc un moteur de jeu, on peut créer un scénario, c'est comme un film. On peut dire, par exemple, moi si pour une expérience utilisateur, le client il a besoin de voir l'héliodon faire défiler le temps, voir comment les hommes se projettent dans la maquette, ben ça se paramètre. On peut le faire très facilement. Et donc là, on est dans Unity, là, donc. Voilà, donc en fait, par exemple, dans l'éditeur, une fois que j'ai amené les choses dans l'éditeur, c'est un petit peu ce que je suggérerais en fait quand on débute quelque part avec Unity, c'est de commencer par amener les choses dans l'éditeur pour voir en fait comment ça se présente. Ce qu'on peut voir par exemple, c'est que le modèle qui me vient de Revit, alors ça je vais mettre ça de côté pour l'instant, le modèle qui me vient de Revit, eh bien quand je sélectionne cet objet, eh bien, je vais retrouver ici toutes ces propriétés. Donc, je retrouve bien sûr les propriétés qui nous sont propres à nous dans Unity, la capacité à lire un modèle 3D, le maillage, pour faire le rendu, etc. Mais je vais retrouver aussi toutes les métadonnées qui viennent de Revit. Alors ça permet par exemple d'utiliser, ça c'est un petit composant que j'ai développé par-dessus, qui s'appelle le Metadata Explorer, et qui me permet de naviguer ma scène à partir des métadonnées. Donc par exemple, si ce qui m'intéresse c'est de trouver facilement les portes, je vais taper door, puis je vois que dans Family, j'ai ici justement des portes, ou type, ici je vais trouver très certainement un type qui s'appelle voilà, Stall Door. Hop, si je double-clique dessus, ça me permet de sélectionner automatiquement les portes. Donc ça va accélérer mon processus de travail déjà dans l'éditeur, puisque j'ai toutes les métadonnées qui viennent avec le modèle. Ça me permet d'accélérer en fait mon processus de travail. Maintenant, une fois que j'ai accéléré mon processus de travail, en réalité, ce que je suis en train de faire une recherche par un critère, de dire que je vais sélectionner les portes et que je vais leur ajouter un composant ou que je vais les afficher avec un matériau en particulier, ou en réalité, c'est quelque chose que je pourrais complètement automatiser. Là, je l'ai accéléré, en fait, je l'ai simplifié dans l'éditeur. Notre objectif ultime, c'est de complètement l'automatiser de sorte à ce que le viewer qu'on va republier soit lui capable de le faire sans aucune intervention humaine. Qu'il soit capable de dire, tiens, voilà un modèle, j'ai trouvé des portes, je vais les rendre interactives. J'ai trouvé des sols, donc sur les sols, je sais que les gens peuvent marcher
Donc je vais mettre des personnages et puis ils vont se déplacer sur les sols. J'ai trouvé des murs, je sais que les personnages peuvent pas aller au-delà des murs, etc., etc. Merci beaucoup Olivier pour illustrer mes propos. Bon, la demi-heure est passée, donc sachez qu'il est toujours là pour l'après-midi ou pas? Oui, encore Voilà, quelques temps. Et sachez que moi aussi je suis là, mais pas partout de l'après-midi, moi je vais m'en aller un petit peu vers 3h, 3h30. Si vous avez des questions, je vous rappelle que Fred et Jack ils sont là-bas sur la partie Eye Catcher pour répondre à vos questions techniques. Et pourquoi pas commercial, donc ils sont là, moi je suis là, et puis on est tous là. Je vais passer, merci Fred Merci beaucoup. d'être venu.